Le bonheur. Le bonheur est partout. Le bonheur aujourd'hui, il est en famille, il faut être heureux au restaurant, il faut être heureux le week-end, il faut être heureux toute la journée. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, au premier rang duquel Instagram, cette espèce d'outil maléfique qui nous injecte des images de gens parfaitement heureux toute la journée. Des gens qui sont tous beaux. Ils sont aussi tous minces, c'est des gens qui mangent bio, c'est des gens qui font du yoga en famille. Et c'est des gens qui ont tous, invariablement, un job génial. Donc aujourd'hui, le bonheur est effectivement partout et il faut donc être heureux. C'est devenu une obligation, c'est devenu incontournable, même au travail. Effectivement, au travail, être heureux, c'est devenu une norme, c'est devenu la norme. Et quiconque se refuse à adhérer à cette norme se retrouve immédiatement taxé d'ostracisme, mis au rebut de la société. Puisqu'aujourd'hui, être heureux au travail, figurez-vous que c'est facile, c'est simple. Aujourd'hui, il existe plein de trucs pour nous rendre heureux au travail. Aujourd'hui, il existe de la littérature sur le bonheur au travail. Aujourd'hui, il existe des documentaires sur le bonheur au travail. Il existe aussi des webzines sur le bonheur au travail, des comptes Twitter sur le bonheur au travail. Il existe des newsletters qui nous injectent des doses de bonne humeur tous les mois dans nos boîtes mail pour que jamais on fasse la gueule le lundi matin au travail. Il existe aussi des labels qui classent les entreprises dans lesquelles il fait bon vivre, des entreprises dans lesquelles tous les salariés sont heureux. Il existe aussi des gourous. Alors, des gourous du bonheur au travail, en général, ce sont des patrons pour qui travailler procure une joie transcendantale, cosmique. Il existe aussi des applications qui permettent de mesurer le bonheur des collaborateurs. Et j'ai le bonheur de vous annoncer qu'il existe aussi un mot en danois qui veut dire bonheur au travail. Personnellement, j'arrive absolument pas à le prononcer, mais en tout cas, sachez qu'il existe. Seulement voilà, on n'a jamais autant parlé de bonheur au travail et on n'a jamais autant parlé de burn-out. Le burn-out, vous voyez, c'est ce syndrome de l'épuisement professionnel. C'est cette maladie qui, il y a à peine 10 ans, nous faisait hyper flipper, qu'on pensait complètement réservée aux salariés japonais qui se faisaient tyranniser 12 heures par jour par leur manager, vissés à leur chaise au bureau. Eh bien, aujourd'hui, le burn-out est partout. Le burn-out est chez nous. Et aujourd'hui, les chiffres sont franchement alarmants. Alors évidemment, les chiffres, ils varient en fonction des sources. C'est pas la même chose selon que ce soit l'assurance maladie qui parle ou les syndicats ou des cabinets privés. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'à peu près aujourd'hui, on estime à 1/3 des salariés concernés par la souffrance au travail. Je veux dire, c'est énorme. Au-delà du fait que les chiffres soient exponentiels aujourd'hui, les pathologies se diversifient. Après le burn-out, j'ai le plaisir de vous annoncer le bore-out. Le bore-out, c'est la maladie de l'ennui au travail. Mais figurez-vous, c'est l'ennui des gens qui tombent malades tellement ils s'emmerdent dans leur bureau. Et il existe aussi une troisième catégorie de pathologies professionnelles, probablement ma préférée, en tout cas la plus croustillante, qui touche d'ailleurs un nombre assez considérable de cadres. Il s'agit du brown-out. Le brown-out, c'est la maladie de l'absurdité au travail. Le brown-out, c'est la maladie des gens qui croulent sous des tâches tellement incompréhensibles, absurdes, sous des directives incohérentes, qu'ils en tombent malades. C'est la maladie des gens qui ne savent même plus pourquoi ils vont bosser le matin. C'est la maladie des gens qui n'ont plus aucun sens dans leur travail. Et d'ailleurs, sincèrement, il suffit d'un apéro entre copines, d'un dîner de famille, d'un barbecue avec des potes pour se rendre très très vite compte que ce que je vous dis, c'est pas n'importe quoi. Ainsi, ce soir, par exemple, qui parmi vous est parfaitement heureux au travail ? Normalement, vous devriez être 1/3. Qui parmi vous a trouvé la solution miraculeuse de l'équilibre parfait entre votre vie pro et votre vie perso ? Pas mal. On en parlera après, vous nous direz vos recettes. Qui n'a jamais songé à avoir un coach
pour repositionner votre carrière. Qui n'a jamais songé à se reconvertir pour devenir, je ne sais pas, sophrologue, ouvrir un bar alternatif, bref, pour devenir faire de la médecine chinoise ou ouvrir une chambre d'hôte. En tout cas, à en croire les chiffres et les statistiques, on serait franchement assez nombreux à ne pas l'avoir trouvé, ce fameux bonheur au travail qui nous attend à la porte de nos open space. Et alors ça, je peux vous dire qu'il y en a qui l'ont très bien compris. C'est les petits génies du marketing et du management. Et j'ai la joie ce soir de vous annoncer qu'il existe par exemple un kit anti-burnout. Donc pour 60 balles, vous pouvez vous procurer ce petit kit qui vous permet avec un spray d'oreiller, des cachets et des gouttes de donc vous guérir de votre burn-out. Mais c'est pas tout. Si par exemple dans votre open space, vous avez un collègue, je sais pas moi Gérard, qui tape beaucoup trop fort avec ses gros doigts sur son clavier à côté de vous et que ça vous agace, eh bien sachez que pour 299 €, vous pouvez vous procurer cette merveille, ceci étant une œillère d'open space. Donc cette œillère d'open space vous permettra non seulement de ne plus entendre Gérard, mais en plus de plus le voir. Donc vous pourrez passer une journée au travail parfaitement sereine. Et il existe aussi des gens dont c'est le métier de vous rendre heureux au travail. Ce sont les Chief Happiness Officers, les Feel Good Managers, les Community Builders, les Happiness Designers. Ouais. Alors j'ai le droit d'en parler parce que moi aussi j'ai exercé cette belle profession. Personne n'est parfait. Cette belle profession qui d'ailleurs m'a beaucoup apporté, que j'ai vraiment beaucoup aimé exercer, mais en revanche dont j'ai très vite compris les limites quand même. Donc, si je comprends bien, en tout cas, aujourd'hui, il semblerait que face à ce syndrome de la souffrance au travail, mais personne ne s'est dit qu'il fallait peut-être commencer à réfléchir à notre rapport au travail, qu'il fallait peut-être commencer à se dire qu'il fallait travailler un peu moins, peut-être bannir les managers tyranniques, peut-être en finir avec les process inutiles. Eh bien non, la solution était bien plus simple, évidente, tout de suite facilement accessible. Il s'agit de nous amener du bonheur au travail. Et donc c'est ainsi qu'on s'est retrouvés envahis par des baby-foot, par des tables de ping-pong, par des corbeilles de fruits, à faire des cours de yoga collectifs, à manger des fraises tagada, tous ensemble en équipe. Et c'est ainsi que moi, je me suis retrouvée à jouer au Lego ou à prendre un cours de cuisine avec mes boss. Et je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça m'angoisse. Alors, ça m'angoisse pas en soi, mais c'est que sincèrement, si je dois échanger avec mon boss, c'est pas pour apprendre à faire une mayonnaise, c'est plutôt pour qu'il me donne un cadre de travail clair, efficace, des moyens pour travailler bien au quotidien, un cadre compréhensible, clair, bref. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on nage dans un océan d'injonctions contradictoires qui non seulement nous rendent complètement dingues, mais en plus nous épuisent. Alors je vais vous donner un exemple parmi d'autres, mais un matin, je sors de la station métro Miromesnil et je tombe sur cette affiche. Le 18 octobre, mesdames et messieurs, on fête sa boîte. Le 18 octobre, tout le monde est content au travail puisque c'est la journée « J'aime ma boîte ». C'est la journée du bonheur au travail. En parallèle, je vais acheter mon petit magazine Néo à mon kiosque à journaux. Et Néon titrait cette semaine-là « Enquête sur la dictature du bonheur, culte du sourire, gourou du bien-être, sois heureux et tais-toi ». Donc désormais, il faudrait non seulement être le plus performant, il faut de toute façon avoir fait la bonne école. Ça, c'est la base. Globalement, ensuite, c'est quand même mieux d'être beau et jeune parce que c'est mieux sur la photo. Mais en plus, il faut jamais faire la gueule. Et ça, c'est mal aujourd'hui. Ce qui fait qu'on se retrouve comme un hamster qui court dans sa roue après un espèce d'hypothétique bonheur qu'on ne trouve jamais. Alors même qu'il est là, le baby-foot, il est là. Et moi, je cours après un bonheur dans un espèce de surinvestissement complètement funeste. Malheureusement, je suis navrée d'avoir à vous dire ce soir que le bonheur, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui est intime. Mon critère de bonheur n'est absolument pas le même que le tien, ou que le vôtre, ou que le vôtre.
Et du coup, il est absolument impossible de manipuler le bonheur en vue d'une quelconque performance en entreprise. C'est non seulement impossible, mais en plus c'est malhonnête. Et ça nous conduit à un surinvestissement complètement néfaste. Bien loin de nous apaiser, ça nous abîme. Alors on fait quoi ? Alors je serais très présomptueuse de vous amener des solutions toutes faites et des recettes miracles. D'abord, si j'en avais, je serais millionnaire. Donc voilà, j'en ai pas. Socrate disait « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Moi non plus, je ne sais rien. » En revanche, ce soir, je vais partager avec vous des intuitions, des convictions et peut-être, humblement, me permettre de ramener un tout petit peu de bon sens dans cette espèce de grosse bullshitterie générale. Alors on fait quoi ? Eh bien d'abord, il est urgent de ne rien faire. D'abord, on s'assoit 2 minutes, voilà, on réfléchit, on prend un pas de côté et on essaye de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Parce que je sais pas vous, mais moi, en fait, cette espèce de tyrannie continue sur le bonheur, notamment au travail, ça me donne la sensation d'être une mamie de 190 ans qui est scotchée sur mon banc et qui regarde les gens s'agiter autour de moi sans comprendre ce qui est en train de se passer. Non seulement je comprends pas comment on a pu en arriver là, mais en plus je me sens hyper coupable de pas participer à la joie générale, quoi. Sauf que si on fait un tout petit pas de côté, eh bien on se rend compte que la notion de bonheur et de travail ont été 2 concepts au cours de l'histoire parfaitement antithétiques, parfaitement opposés. Pendant l'Antiquité, par exemple, pour les Grecs, la valeur qui était promue comme valeur ultime au sein de la société, c'était absolument pas le travail. C'était l'oisiveté, c'était le calme, c'était la contemplation, c'était la recherche de la vérité, la recherche de la vie bonne. L'ergon en grec. L'œuvre, elle-même étant parfaitement opposée au ponos. Le ponos, c'est l'activité, c'est le dur labeur, c'est l'action. Chez les Romains, c'est pareil. Chez les Romains, le neg osium, c'est la négativité de l'osium. L'osium, c'est l'oisiveté, le calme. Donc en fait, pendant des millénaires, il était de mauvais ton de travailler. S'ajoute à cela, à cette vision très négative du monde du travail, durant à peu près à l'époque chrétienne et durant tout le Moyen-Âge d'ailleurs, une vision encore plus négative, néfaste, maléfique du travail. Si on prend la Genèse, Dieu chasse Adam du jardin d'Éden après qu'il ait mangé sa pomme. Il le chasse en le bannissant et en lui disant « Tu travailleras à la sueur de ton front. Le ciel sera maudit par ta faute et tu auras grand-peine à en tirer ta nourriture. » Donc le travail devient sacrificiel, pénible, difficile, dur. Et c'est d'ailleurs cette notion qu'on retrouve dans l'étymologie du mot travail. Travail, ça vient en latin du mot trépalium, qui veut dire torturer avec le trépalium. Le trépalium, c'est un outil de torture à 3 pieux. C'est à peu près entre le XVIe et le XVIIIe siècle que les choses commencent à changer avec la réforme protestante, l'éthique capitaliste. Là, travailler dur, faire fortune, réussir devient un signe plutôt d'élection divine. On gagne durement sa vie ici-bas pour gagner sa place au paradis. Si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une société où l'élite est une élite laborieuse, une élite qui travaille dur. Quand on dit de quelqu'un qui travaille beaucoup, ça force notre respect. En revanche, quelqu'un qui travaille pas beaucoup, un oisif, il est vu comme un paresseux, ça c'est le mieux, sinon comme un parasite. Je vous raconte ça, c'est pas du tout pour vous dire qu'on peut pas être heureux au travail. Moi-même, je place le plaisir au centre de mes préoccupations professionnelles. D'ailleurs, c'est mon point de vue. Vous pouvez placer la créativité, l'autonomie, que sais-je. Bref, je vous dis ça pour vous faire comprendre que cette notion, ce raccourci de travail égale bonheur, c'est un mythe contemporain très récent. C'est une distorsion moderne. Et que, bien loin de nous apaiser, non seulement ça nous mène à une espèce de quête infernale, mais en plus, ça brouille notre capacité à nous poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est pas du tout de savoir comment faire pour être heureux avec un baby-foot au travail. Les bonnes questions, c'est comment faire pour que nos entreprises se transforment en profondeur pour qu'on puisse avoir plus de sens dans nos activités au quotidien et donc potentiellement y prendre plus de plaisir. La vraie question, c'est comment on switch d'une entreprise pyramidale
hiérarchisées, basées sur l'ego, sur le pouvoir, sur le commandement, le contrôle, des entreprises avec des fiches de poste en silo, des entreprises qui favorisent la compétition, des entreprises qui sont globalement quand même profondément injustes, vers des entreprises plus plates, plus organiques, des entreprises qui favorisent la solidarité, le lien, la coopération, la collaboration. On est plus intelligent à 10 cerveaux qu'à un cerveau. Des entreprises donc qui promeuvent l'intelligence collective. Bref, des entreprises qui permettent plus de liberté, de responsabilité. Donc fuck le bonheur et vive la liberté, c'est en étant plus libre et plus responsable qu'on pourra peut-être produire un meilleur travail, donner du sens à nos actions et donc peut-être en tirer plus de satisfaction. Alors, quand je dis liberté, ça ne veut pas dire freestyle généralisé, bordel général, on fait tout ce qu'on veut, il n'y a pas de règles. Bien entendu que le monde du travail nécessite des liens de subordination, le monde du travail nécessite des cadres, des règles, et c'est bien normal. Mais dans ce cadre, on a plein d'espaces à se réapproprier, des espaces de liberté qu'il faut conquérir. Autrement dit, le hamster dans sa cage, il n'est pas obligé de tourner 10 heures par jour dans sa roue en fait. Il peut tout à fait sortir de sa roue et aller se balader, il a même le droit de temps en temps de sortir de sa cage. Donc c'est exactement là qu'il faut agir, c'est sur ces espaces de liberté. Pour ma part, j'ai jamais considéré que j'étais limitée à une fiche de poste au cours de ma carrière. Je me suis toujours attribué la possibilité d'aller choper des nouveaux challenges quand ils se présentaient à moi et ne absolument pas me limiter aux objectifs qui m'étaient impartis en début d'année. Par ailleurs, il me semble qu'aujourd'hui, on peut se permettre, et c'est plutôt une bonne nouvelle, de commencer à interroger notre rapport au travail, la linéarité de nos carrières. Le 5 jours par semaine full-time, aujourd'hui, on peut l'interroger. On peut se permettre, je sais pas moi, une demi-journée par mois pour nous, pour travailler sur autre chose avec d'autres gens, pour sinon faire la même chose mais pour d'autres entreprises ou pour acquérir des nouvelles connaissances. Un demi-jour par mois peut devenir une demi-journée par semaine. Pour ma part, je suis passionnée d'histoire de l'art, et j'ai aucun problème à aller à l'école du Louvre et à faire d'autres choses en plus de ce que je peux faire au quotidien. En revanche, pour ça nécessite d'être courageux. Ça nécessite d'être courageux pour se lever de son banc, pour devenir agissant et pour faire bouger les lignes. Ça nécessite d'être courageux pour refuser d'être les collabos consentants d'un système à bout de souffle. Thucydide disait au 5e siècle, le secret du bonheur, c'est la liberté, et le secret de la liberté, c'est le courage. Ayons donc le courage de nous réapproprier nos espaces de liberté. Car c'est de sens, d'autodétermination, de responsabilité, de justice dont nous avons besoin dans nos entreprises, mais certainement pas que nos employeurs se chargent de notre bonheur. Non seulement parce il y a bien d'autres choses à gérer, il me semble, avant, et on l'a vu en termes de priorité, mais par ailleurs parce que le bonheur, on est bien assez grand pour s'en occuper tout seul, au travail, mais pas que. Donc le bonheur au travail, merci, mais non merci.